Chantal Dumas, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Neil, ça va bien? On a très hâte de reprendre la barre et puis cette fois en format webcast. Donc, on a la chance de vous parler en direct. On fait aussi des enregistrements, donc évidemment, on est en train d'adapter la technique à ce nouvel endroit et puis ça va permettre de pouvoir diffuser les enregistrements par la suite. Donc, pour les gens aussi qui vont peut-être se joindre à nous avec un petit peu de délai, eh bien, tout sera disponible et puis on va créer une chaîne YouTube, pourquoi pas? Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense d'ailleurs qu'on en a déjà une qu'on ne diffuse pas dessus sur une base régulière, mais comme on recommence une quotidienne, donc je pense que ça va être l'occasion idéale. Donc, on invite les gens qui nous regardent à partager le live. On fait l'intro. Je pense que Chantal voulait me mettre à nu ou qu'on se mette à nu, mais l'idée c'était d'apprendre à se connaître un petit peu, peut-être sous d'autres angles que les gens nous connaissent habituellement. Donc, elle a pensé faire une entrevue entre nous qu'on peut appeler en fait, avant d'arriver à notre invité aujourd'hui, qui est un invité très spécial. C'est un globe-trotteur international de la... Bon, il nous dira. Ça va être M. John Miller-Beauvoir, qui est déjà là avec nous, mais on fait la première petite partie. On introduit John tout de suite après. John, d'ailleurs, qui avait fait une émission de Montréal Pluriel à la radio avec nous. Ah, plus qu'une, je pense. En tout cas, avec nous. Mais oui, alors ce soir, moi, j'avais envie, parce que Neil avait dit, bon, on va s'introduire doucement, c'est un nouveau format. J'ai dit, mais pourquoi ne pas montrer le côté de Neil que moi, j'ai la chance de connaître parce que ça fait au moins 3 ans qu'on travaille ensemble, mais qui est peut-être moins évident parce qu'on connaît le Neil qui est un activiste, on connaît le Neil qui nous le dit quand ça se passe pas bien, mais Neil, c'est aussi un cancer, c'est un passionné d'astrologie. Oui, merci beaucoup de me faire une mauvaise réputation. Donc, l'analogie du cancer, c'est évidemment comme la personne qui a la belle carapace à l'extérieur, mais qui est tout mou, qui est tout juteux en dedans. Et donc, c'est l'aspect de Neil que j'avais envie de vous partager, de vous faire connaître. Alors, j'ai préparé 10 questions que j'ai appelées les 10 questions que vous avez toujours voulu poser à Neil Armand. Oh boy! Alors, allons-y! Allons-y! Le supplice commence. La première, parce que vous savez que Neil nous avait parlé sur Facebook de Doualé. Doualé, donc, qui était une des marionnettes dans Passe-Partout. Exact. Et donc, qui avait le mérite d'ouvrir quand même les horizons un petit peu des petits Québécois, mais qui nous rappelle cruellement et malheureusement aussi que c'est une question à laquelle tous les personnes racisées doivent régulièrement confronter, personnes racisées ou encore personnes avec un accent ou bon. Et donc, un petit peu pour faire le jeu de mots, je voulais commencer avec cette question. D'où il est? En fait, moi je suis haïtien d'origine. Je suis né en Haïti. Je suis né dans maintenant 25-30 minutes de Port-au-Prince, de la capitale, dans la cité du drapeau. Donc, c'est la cité de l'indépendance d'Haïti. Un lieu d'une extrême importance. Éventuellement, le genre d'endroit que je pense qu'il doit être reconnu internationalement, parce que c'est là que s'est déroulé un événement marquant dans l'histoire de l'humanité, soit la grande consécration qui a permis aux Noirs de devenir des êtres humains. Donc, l'Arcahaie est ma ville natale. Donc, c'est d'où je viens. Et tu es arrivé au Québec à quel âge? Je suis arrivé très tôt, vers 8 ans. Mais arrivé avec tout un bagage, presque avec des souvenirs d'adultes, j'aime dire, mais des souvenirs d'enfants très élaborés plutôt. Oui, mais il faut dire aussi que souvent les enfants dans les Caraïbes et aussi les enfants de notre époque étaient peut-être éveillés d'une certaine façon plus tôt. Aujourd'hui, ils sont éveillés d'une autre façon avec Internet et tout ça, mais je pense qu'on était peut-être plus conscients de certaines réalités. Donc, on connaît Neil Armand comme animateur de radio, mais on connaît aussi Neil Armand comme chef, donc propriétaire de restaurant. Oui. De la radio à la cuisine, comment nous expliques-tu ton parcours? Avant ça, moi, je suis un homme des corporations. Oui. J'ai une carrière corporative de plus de 20 années dans le domaine de la vente. J'ai été directeur des ventes
J'ai été directeur régional, responsable de plusieurs succursales et responsable au départ d'une très, très grande succursale à Montréal. Avant ça, j'ai été dans le communautaire. J'ai été dans le communautaire pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu des vies multiples. Je pense que j'ai beaucoup de difficultés à m'ennuyer dans la vie. Donc, j'aime beaucoup les aventures et je me passionne pour ce qui me passionne. Mais la cuisine, d'où ça vient? Ben, la cuisine, ça a été un naturel. J'aime bien manger, mais au-delà de bien aimer manger, j'ai eu la chance d'explorer culinairement très tôt, avec une mère extraordinaire qui cuisinait très, très bien. Au-delà de ma maman, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui cuisinaient très bien. Ensuite, très tôt, j'ai commencé à fréquenter les bonnes tables, les bonnes manières. Des fois, les bonnes manières gagnaient sur la qualité du repas. Et ça nous a amené tranquillement, pas vite, à aimer les restaurants, la restauration, la nourriture. Et j'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde. J'ai mangé les meilleures pâtes qui existent en Uruguay. J'ai mangé dans le restaurant le plus extraordinaire que j'ai jamais mangé, c'était à Las Vegas. C'est le Michael Minas, qui est reconnu comme, jusqu'à aujourd'hui, je pense, le meilleur restaurant italien au monde. J'ai mangé à Hawaï. Et j'ai fait un paquet d'expériences culinaires différentes. Et quand c'est bon, quand c'est bien fait, c'est extraordinaire comme expérience. Par contre, plus on aime, plus nos goûts sont avancés, ben, plus on devient déçu de ce qu'on reçoit quand c'est pas bien fait. Ça m'a amené tranquillement à dire, j'aimerais pouvoir reproduire certaines choses. Je te parle du restaurant italien que j'ai mangé en Uruguay. Ben, ce restaurant-là m'avait servi une pâte à l'encre de sèche, à la crème. La crème, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour faire cette crème-là. Donc, au-delà de ça, je voulais reproduire ça. Et il y avait aucun moyen de le faire. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'apprendre à faire mes pâtes moi-même, d'aller chercher la meilleure crème que possible. D'aller pêcher la sèche. En fait, d'acheter l'encre de sèche, plutôt, et de chercher les recettes et de trouver les formules pour le faire. C'était pas si évident que ça y a. On parle des années fin des années 90, début des années 2000. J'ai quand même réussi à faire ça. Fait que la confiance dans les moyens qu'on peut faire des choses en cuisine, ben paf. Et de là est venue une passion un peu cachée, puis tranquillement, pas vite. Jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de nourrir énormément de gens, qui m'a amené à dire, je suis capable de faire ça, puis je suis capable de faire ça pour que les gens aiment ça. Et c'est devenu plus qu'une passion, c'est devenu une Xème carrière. Et je pense qu'au-delà d'aimer la nourriture, t'aimes faire plaisir aussi, parce que je te vois quand tu sers les gens sont contents, ils aiment le plat, ça te fait vraiment plaisir. Ben, on ne peut pas durer en restauration si on n'est pas capable de s'assurer de faire plaisir aux gens. Parce que c'est pas une business qu'on fait pour l'argent. C'est pas une business qu'on fait pour compter les heures. C'est pas une business qu'on fait pour ne pas être stressé. C'est une business qui c'est sûrement, fort probablement, la business la plus dure qui existe. C'est vrai. Donc, au-delà de ça, donc, il faut aimer, mais il faut surtout compter recevoir beaucoup pour que cet amour-là qui est partagé nous allume et nous anime. C'est vraiment intéressant ce point-là, Neil, puis on pourra en rediscuter, mais ça va un petit peu à l'encontre aussi de l'image qu'on a des grands chefs depuis quelques années où on veut nous montrer des gens qui ont un caractère déplaisant et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a un autre aspect au chef. C'est sûr que t'as 200 personnes à nourrir, ça prend un ordre.
ça oui, il faut qu'il y ait un leader, c'est sûr. Sinon, ça va être le chaos. Exact. Mais au-delà de ça, là, tu remarqueras que si on fait référence à Gordon Ramsay ici, tu remarqueras que c'est un homme avec un cœur extrêmement gros et très sensible. Puis on n'a même pas besoin de me dire que ce gars-là traite ses employés comme de la soie, hors caméra ou dans les moments où est-ce qu'ils ont besoin. Ouais. Je suis sûr que c'est un homme très, très présent, très sensible à son monde et à leurs besoins. Mm-hmm. Puis que c'est plus une carapace qui est en lien avec la discipline que d'être capable de faire les prestations. La gestion de la cuisine aussi. Ça nous amène à la question suivante. Donc, comment en es-tu arrivé à l'activisme? Parce que c'est beaucoup le côté que ta personne publique présente. Et donc, en même temps, de comment en es-tu venu à l'activisme, peut-être nous partager une expérience qui a été déterminante pour toi. Ben, moi, je me définis pas comme un activiste. OK. Je me définis pas comme un activiste. My bad. Non, c'est il y a tout ce qui est de la perception des gens, puis notre perception de notre propre réalité, puis on évalue pour dire, bon, OK, c'est ma réalité, bon. Mais moi, je suis un acteur social. Mais c'est un activiste, c'est ça, mon cher. Je travaille pour le changement, pour les bonnes causes au niveau des humains. Quand je vois des situations qui méritent normalement d'être adressées par les personnes en place qui ont les moyens de le faire, qui ont le pouvoir de le faire, qui ne le font pas, pour toutes sortes de considérations, que ce soit politique, que ce soit pour toutes sortes d'enjeux. Mais moi, personnellement, je me dis que ces gens-là ont souvent besoin d'avoir une voix alternative, que je suis pas payé pour, donc j'ai réussi à travers les années à garder une certaine indépendance d'esprit qui m'est venue de la militance très, très dure qu'on a fait à l'époque avec ce qu'on appelait le groupe Action Plus, le GRAP à l'époque, avec Franz Benjamin, Édouard Stacco, Robert Durandis, le Roman Saint-Ville, Pascal Jean-Baptiste, Panine Jean-Baptiste, Pierre-Gérald Jean au départ. Donc, tous ces gens-là, on a travaillé sur plusieurs fronts, particulièrement sur la question des jeunes et des jeunes noirs et des inégalités que ces jeunes-là vivaient. On parle de ça maintenant plus de 20 ans passés et ça s'est pas amélioré. Mm-hmm. Il y a eu énormément de progrès, mais la société tire tellement derrière que les progrès n'ont pas su compenser pour le recul qui se crée. C'est pas assez les progrès qu'on fait par rapport au gap qui se crée. Ouais. En fait, on en parle plus, mais les progrès ou les gains réels, ils sont pas là. Ils sont pas là. Écoute, la prochaine question, c'était, tu sais, une personnalité publique, mais très privée. Je voulais que tu nous parles des gens un petit peu qui sont dans ton entourage. Tu viens d'en nommer plusieurs. Tu nous as parlé de ta maman, la bonne cuisinière. As-tu d'autres personnes que tu as envie de nommer? Moi, bien sûr. Moi, je suis très privé pour une raison simple. Parce que je laisse le loisir aux gens d'attaquer au niveau de la personne publique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans le fond. Sans que ça l'entache, dans le fond, ton entourage. D'où l'idée de ne jamais, ou le moins possible, exposer le côté privé. Mais j'ai un côté privé qui est très vibrant, avec beaucoup de gens que j'aime. J'ai un exemple très simple. Là, on est à la Maison d'Haïti, on est au Café La Caille, qui est mon nouveau bébé. Je ne vais pas en parler. Tu comprends? Je vais éviter le plus que possible de faire un amalgame entre ce que moi je peux dire, ce que je peux penser, et dire que, pour laisser la possibilité aux gens de penser que c'est peut-être une position de la Maison d'Haïti ou c'est peut-être une position du Café La Caille. Absolument. Fait que je le fais pour les trucs autour de moi, et imagine comment est-ce que je le fais pour les gens autour de moi. Bien sûr.